Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'aspect entrepreneurial des métiers de la création. Je suis Lily Bonnet. Entre coaching, mentorat et consulting, j'accompagne les créatifs dans leur positionnement et leur développement. Qu'ils soient entrepreneurs individuels ou entourés d'une équipe déjà constituée, ils font souvent face à des problématiques assez similaires. Ce qui m'anime, c'est de soutenir, booster, donner des clés pour grandir et faire grandir. Alors j'avais envie de leur donner la parole. Donc le 15 de chaque mois, j'accueille dans ce podcast un ou une artiste, quel que soit son médium de prédilection, ou tout autre acteur de leur écosystème. Même si l'on retrouve évidemment la créativité en filigrane de toutes leurs décisions et de leur parcours, nous ne parlerons pas ici de processus créatifs. Nous échangerons surtout sur le management, les challenges, la stratégie, la communication. En bref, comment les créatifs entrepreneurs peuvent se déployer. Si vous avez déjà écouté l'épisode intitulé « Comment bien s'entourer » avec Chloé Nègre, en ligne depuis le 15 novembre, alors vous attendiez certainement celui-ci qui en est en quelque sorte la suite. François-Xavier Fontbonnat a rencontré Chloé il y a plus de 20 ans à l'école Camondo, dont ils sont tous deux diplômés en design et architecture d'intérieur. Après des parcours professionnels assez parallèles, ils se sont récemment associés pour fonder Laclos, une maison d'édition qui, je cite, « ouvre ses portes à la transmission, au savoir-faire, à l'écologie, au partage et à la transparence ». Laclos a pour volonté de restaurer l'ameublement d'excellence. Alors dans cet épisode, j'avais envie d'aborder avec François-Xavier le fait de quitter un job salarié pour s'associer et qui plus est avec une amie. Il explique qu'il ne se serait jamais lancé seul dans l'aventure entrepreneuriale, lui qui aime tant la force du binôme. Et le binôme que l'on retrouve d'ailleurs dans ses précédentes expériences professionnelles. Alors, en charge de toute la mise au point des produits et de la sélection des partenaires, François-Xavier s'anime dès qu'il parle de produits, de matériaux, de gestes, de toucher. Il est obsessionnel du détail et il le revendique. Et ce niveau de précision vient parfaitement compléter et concrétiser en fait la vision de Chloé. Et ensemble, ils convoquent l'imaginaire et développent des pièces qui sont vouées à exister pour longtemps. Bonjour François-Xavier. Bonjour Lily. Comment vas-tu ? Ça va, super bien. Super bien. Surtout après notre petit déjeuner et dessert. Incroyable. Tu veux le décrire, ce dessert, pour mettre l'eau à la bouche ? Paris-Brest, un peu coquin, très crémeux, très sucré. Non, justement. Petite croustillance pas très sucré, sur moi, le dessus de sucre cristallisé, qui était fort appréciable. Et de la pistache en masse. Voilà. Ouais. Avec des pistaches entières aussi, un praliné pistache. Donc c'était à la belle époque italien, qui est un des nouveaux spots, qui est donc rue des Petits Champs, parce que nous sommes au 20 rue des Petits Champs. Alors pour ceux qui suivent le podcast, c'est le deuxième épisode que j'enregistre ici. Le premier, c'était avec Chloé Nègre, l'épisode qui est en ligne depuis le 15 novembre. Et j'avais donc envie de faire un peu une suite à cette interview de Chloé avec toi, François-Xavier, parce que tu es donc l'associé de Chloé pour Laclos, qui est la maison d'édition de mobilier et autres que vous avez lancé ensemble. Donc on va évidemment parler de Laclos en détail et parler de ta collaboration avec Chloé, mais d'abord de ton parcours. Et avant même de commencer, tu le sais, toi qui as déjà écouté le podcast, je commence par cette question signature par rapport au titre de ce podcast. Ah oui. Ah oui, mince, je ne l'ai pas préparé. Qui mais je t'ai spoilé un truc tout à l'heure. Ah ouais, un peu. Ouais, en fait. Mais qui est donc Everything Happens for a Reason. Et j'aimerais savoir ce que ça veut dire pour toi. Déjà, merci de me recevoir, de m'accueillir dans ton podcast, dans ce bel espace de parole et d'échange. Merci de nous apporter aussi cette visibilité
avec la Clo et le studio Chloé Nègre. C'est fort appréciable. Et, une belle marque de confiance et d'échange. Alors, Everything Happened for a Reason. Pour moi, ça résonne sur pas mal de choses, tant personnelles que professionnelles. Mais du coup, tout à l'heure, je partageais avec toi une partie de mon parcours et un événement, en fait, la première expérience professionnelle dans une agence qui était l'agence Stark Network, donc de Philippe Stark, en 2006. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, bien sûr. On risque de ne pas être rajeuni dans ce podcast, eu égard au parcours et aux expériences qu'on va échanger. Et en 2006, j'étais étudiant en 5e année à l'école Camondo, année de diplôme. Et je rentre un 15 août à Paris, en avance de la fin de mes vacances. Et je me retrouve seul à Paris. Ah bah oui, 15 août à complètement, Paris. Ah ouais, surtout seul, encore plus. 2006. Je me dis, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire ? Et je commence à regarder un peu sur l'intranet d'ailleurs, peut-être même, de l'époque, Camondo. parce que ça existe encore, de Camondo. Et il y avait des annonces de stage ou d'emploi aussi d'ailleurs qui étaient dessus. Et il traînait une annonce pour un poste de 6 mois, je crois, en stage chez Philippe Stark. Et je me dis, waouh, incroyable. The place to be. Alors déjà, évidemment, Philippe Stark ne le présente pas. Là-dessus, moi, je dis ok, j'ai un boulevard potentiellement, sachant que je suis seul sur le plan. Il n'y a pas de concurrence. Allons-y. Donc je prépare mon meilleur portfolio avec mes meilleurs projets de mes années d'études précédentes jusqu'à la 4e année. Et tu fais un portfolio papier, tu me disais. Je fais un portfolio papier. Ce qui ne se fait plus tant que ça aujourd'hui, mais à l'époque, beaucoup plus, et tant mieux. C'est vrai. Ça, c'était beau. Je prépare ce document, je le fais vraiment emballé sous un film. Sous blister. Ouais, sous blister. Donc je me souviens, je m'étais un peu pris la tête pour trouver le prestat qui fasse ça en plein mois d'août, et pour vraiment avoir un genre de magazine que tu viennes ouvrir. Et je l'envoie donc à Maud Bury, qui était la responsable du FFNI, donc tout ce qui était prescription de mobilier pour les projets architecturaux de Philippe Stark, qui à l'époque était en train d'amorcer le Mama Shelter, travaillait sur toutes sortes de restaurants, des yachts pour Abramovich, je crois. Et donc j'envoie cette bouteille à la mer en quelque sorte, mais voilà, encore une fois avec assez peu de concurrence, et je suis retenu. Donc j'étais le seul, donc on m'a je ne sais pas. Alors l'histoire, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire in fine, mais direct en fait, Maud me rappelle. Et on fait un entretien, et puis voilà, ça le fait. Donc il y a quand même un peu de ton talent et de ton mérite. Ouais. Voilà, quand même. Bien sûr. Non, puis j'avais fait une très belle sélection, je pense. Et toujours est-il que voilà, je rentre, je mets un pied au sein de cette structure. Jamais, je pense, dans mes rêves les plus ambitieux, j'aurais pensé pouvoir y rentrer, parce que je pensais tout simplement qu'il y avait juste une queue infinie devant, et que c'était pas nécessairement pour moi. Ouais. Et voilà, je me retrouve au sein de cette très belle structure, avec en plus des sommités du design et de l'architecture. De l'architecture intérieure et du design. Thierry Gauguin, Bruno Borione, Dorothée Boissier, et Patrick Join qui venait de partir, je crois. Il y avait Eugénie Kittler. Enfin bref, je peux faire beaucoup de name dropping comme ça, mais de personnes très talentueuses. Et voilà, le stage se passe, et puis l'agence a besoin d'un autre stagiaire. Et je fais tourner l'annonce à Chloé. Et Chloé rentre
également en tant que stagiaire avec moi là-bas. Et ça a été notre première expérience professionnelle commune en quelque Ensemble, sorte. ouais. Ouais, et c'est drôle parce que donc ça a vous étiez, presque 20 ans. voilà, et vous Ouais. étiez donc à Camondo ensemble. On était à Camondo. Voilà, Ouais. ça on Ouais. l'a un petit peu dit Ouais. lors de l'épisode de Chloé, mais c'est vrai que pour ceux peut-être qui commencent par ton épisode comme ça, je retrace un peu, mais vous êtes en effet rencontrés à Camondo. En 2001. En 2001, Mm. et vous avez toujours suivi, enfin vous êtes restés amis, et vous avez toujours suivi vos parcours professionnels respectifs, n'est-ce pas? Ouais, complètement. On était amis, on avait le même cercle de relations Même au sein de la métier promo. aussi, donc forcément. Ouais, complètement. Mm. Et puis même moi, j'étais même étudiant en fait, sensible au projet en fait de Chloé, qui était, il y avait toujours un truc, un geste assez fort sur la forme, sur les couleurs, et c'était déjà un profil en fait qui se démarquait artistiquement Ça m'étonne pas. au sein de la promo. Bref. Et effectivement, après, sur nos. Alors, juste pour finir, quand même, le Everything Happened for a Reason. Je Parce rappelle, que, voilà, j'allais dire, on est toujours à la première ouais, question. Ouais. Parce que donc, ça a été notre première collaboration ensemble professionnelle avec Chloé. Mais de là, moi, a découlé, en fait, in fine, tout mon parcours professionnel. Parce que là-bas, j'ai rencontré. Des personnes pour qui après j'allais travailler et en fait donc Dorothée Boissier et Patrick Gilles en l'occurrence, Donc qui ont les fondé fondateurs de Gilles Gilles et et Boissier, Boissier. chez qui je suis resté 13 années et donc voilà, et tout en fait mon cursus professionnel finalement s'est construit. Alors après c'était aussi réfléchir, raisonner, tout n'était pas que pur hasard et déterminisme, mais voilà, il s'est quand même joué quelque chose à ce moment-là, sur ces rencontres-là, parce que j'aurais pas été amené à rencontrer Dorothée, tout simplement, si j'avais pas eu l'opportunité de faire ce stage et de rentrer un petit peu plus tôt de Cannes pendant ces vacances. 2006. Voilà. Et finalement, je trouve que tu as toujours su faire preuve d'assez d'audace, alors que de prime abord, tu peux sembler être un peu timide, on peut le dire quand même. Ah, je suis totalement dans l'introspection. Voilà, ouais. Mais je trouve que d'oser comme ça, parce que tu vois, quelqu'un qui voit la même annonce que toi et qui se dit oh, je suis tout seul, faut quand même un vrai niveau de ok, j'y vais. Donc, de passage à l'action, certaines personnes auraient pu juste rester sur la réserve. Genre, non, c'est pas pour moi, jamais j'oserais, je candidate pas, je suis pas à ce niveau, entre guillemets. Enfin, tu vois, tu as été. Et de la même façon, tu me racontais tout à l'heure que, pour retracer justement un peu les prémices de ton parcours, la genèse, tu me disais que tu as même fait un bac art appliqué. Et que, alors que tes parents n'étaient pas spécifiquement enclins à te laisser aller dans des études artistiques, parce que ce n'était pas le plus bankable, en tout cas à l'époque. Voilà. Mais tu as été quand même, tu as fait preuve de beaucoup de détermination, de force de persuasion, j'imagine aussi. Ouais, complètement. C'était une époque où je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je sais que mes parents ne juraient que par les études longues, les études d'économie, de sciences, bref. Et moi, c'était pas nécessairement mon truc, c'était pas là-dessus dans quoi je voulais m'orienter, et puis je dessinais depuis tout petit en fait. Dès le CP, je me souviens que je voulais de toute façon être amené à exercer un métier créatif. C'est hyper tôt. Ouais, c'est hyper tôt. Ouais. Mais je me souviens, toi, je dessinais des pompes, des voitures, et à chaque fois de manière très obsessionnelle. Enfin, tes parents. Non, j'ai pas cela. Ouais. J'ai des dessins assez anciens, mais pas aussi vieux. Mais en tout cas, j'ai clairement ce souvenir. Et ce souvenir, ce mindset, en tout cas, de me dire, bon, plus grand, je veux faire un métier créatif, être amené à
concevoir des choses, je ne sais pas quoi précisément, mais en fait j'hésitais après avoir été diplômé, après avoir eu mon stage et être revenu. J'étais parti un peu à l'étranger, mais bref, en revenant, je voulais travailler pour Patrick et Dorothée. Et puis Pierre Jovanovic aussi m'intéressait beaucoup à l'époque. Et pareil, toi, j'y étais allé au culot. Et il m'avait reçu. Voilà, incroyable, quoi. Au final, j'étais parti avec Patrick et Dorothée. Mais, donc Gilles Boissier. Ouais, Gilles Boissier. Et donc là, tu as eu j'imagine qu'en 13 ans, tu as eu vraiment un parcours avec différents postes. Ouais. Passionnant. Parce que tu vois, ta compagne, en fait... Une équipe de combien de personnes à l'époque quand quand je suis arrivé, on était 4, 5. Et quand tu es parti 10 fois, je vais dire 10 fois plus. 35, 40. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas comment ils sont. Exponentiel. Ouais. Très inspirant. Et énorme chance de pouvoir accompagner en fait, le développement d'une structure pareille. Et alors, après, il y a beaucoup d'intuition. Il y a évidemment du hasard, de la chance. Et de pouvoir accompagner cette réussite. Tu es rentré à quel poste ? Genre assistant, chef de projet Non, c'était chef de projet, direct. Chef de projet. Ouais. Et en fait, il n'y avait pas... et j'ai compris beaucoup plus tard, d'ailleurs, que j'avais eu là-dessus une belle opportunité parce que aujourd'hui, les agences d'architecture intérieure scindent plus, segmentent plus en fait les responsabilités. Donc tu peux plus rentrer directement en tant qu'assistant chef de projet et mettre pas mal de temps pour arriver chef de projet. Alors moi j'étais quand même parti 2 ans auparavant à l'étranger au Maroc où j'avais pu, alors pour le coup là, être assistant chef de projet. C'était un peu informel, mais assistant chef de projet, je pense que le fait d'avoir eu cette expérience m'a permis certainement de pouvoir arriver plus en force aussi auprès de Gilles Boissier sur ma première expérience, quoi. Mais on était 5 et tout de suite Patrick et Dorothée nous responsabilisaient beaucoup. Et donc je suis rentré, j'étais architecte d'intérieur et on gérait l'entièreté des projets. C'est-à-dire que c'était pas scindé. Designer ou archi d'intérieur ou styliste ou voilà. Non, vous faisiez tout. On faisait tout et c'est le meilleur. Ouais. Et c'est l'école. De toute façon, ça participe de la même école. C'est l'héritage Liègre. Et voilà. Et je pense que c'est le meilleur enseignement parce que du coup, tu gères tous les niveaux d'échelle du projet. Et c'est alors beaucoup de travail, mais c'est passionnant. Et quand tu es créatif, voilà, tu as la gestion de tout jusqu'au dessin de la poignée de porte, de l'interrupteur, etc. Et moi, en plus, qui suis un peu beaucoup obsessionnel du détail, de gérer vraiment le moindre aspect en fait d'un produit, d'un espace, de l'appréciation que tu vas pouvoir en faire et la vivre, c'est extraordinaire. Et pour moi, il y a 2 vertus à ça. La première, surtout en tant que créatif justement, qui a besoin de renouvellement régulier, tu vois, de changement, que ce soit pas répétitif justement, ça te permet d'avoir un spectre de tâches, de missions beaucoup plus large. Tu vois, je rebondis avec l'épisode du 15 décembre, Jade Genin, qui est donc chocolatière, et qui dit à quel point tout est tellement répétitif dans leur métier, tu vois, tous les gestes. Quand tu fais 5000 pyramidions, 5000 petits chocolats par jour, voilà, alors que d'avoir justement toute cette échelle aussi, comme tu le dis, de la façade de l'immeuble jusqu'à la poignée de porte et à l'épaisseur du joint, ça permet aussi de développer finalement tellement de compétences que c'est à mon avis aussi plus simple ensuite quand tu quittes une agence de te mettre à ton compte par exemple, parce que justement tu as pu apprendre un peu tous les niveaux, tous les stades d'un métier global. Absolument. C'est le meilleur enseignement. Ça me rappelle Patrick qui m'avait toujours dit que pour vraiment commencer à couvrir et comprendre un peu le spectre global d'une gestion de projet, il fallait rester 4 ans en agence minimum. Ça ne m'étonne pas. Et, c'est intéressant qu'ils disent ça, parce que c'est vrai que de nos jours, en tout cas,
voilà, les gens ont tendance à vouloir faire plus d'expériences diverses et donc de partir, tu vois, tous les 2-3 ans, changer. Mais c'est intéressant, en 4 ans, c'est vrai que là, tu fais vraiment le tour. Complètement. Ouais. Ouais. Et il y a tellement d'axes qui vont bien au-delà en fait, de la création d'ailleurs, mais juste de la gestion de projet. Mais pour revenir sur ce que tu disais avant, ce qui est en plus exceptionnel quand tu as la chance de pouvoir collaborer avec des grands créateurs qui n'ont pas peur de se réinventer et de prendre des risques. Chez Gilles et Boissier, donc Patrick et Dorothée, chaque projet en fait était le prétexte à explorer un champ lexical, graphique différent. Et donc c'était des terrains de jeu qui étaient géniaux. 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 Mieux géniaux. On préfère géniaux. Hein. Et du coup, cet aspect. Alors, tu prenais l'exemple de Jade Génin, alors c'est autre chose. Enfin, là, tu es dans la répétition, il y a quelque chose de très méditatif presque d'ailleurs, à refaire ce geste jusqu'à une espèce d'aboutissement technique parfait, et ce qui est très beau. Mais là, non, chaque projet est une petite cour de récréation ou un terrain de jeu inédit et qui t'invite à te cultiver en plus sur chaque écriture que tu viens développer. Et donc tu t'ennuies pas. Alors donc, tu rentres chef de projet, et parce que vraiment, je te repose cette question un peu de quelle a été ton évolution au sein de l'entreprise, et avec cette équipe qui a été grandissante. Tu as aussi, j'imagine, commencé à manager, toi, ta propre équipe. Tu as eu un peu... Ouais, donc je suis rentré en 2008 et jusqu'en 2015, donc j'évoluais en tant que chef de projet architecture intérieure et design, où donc, comme je te l'expliquais, je gérais vraiment l'intégralité des projets à différentes échelles. J'ai commencé par des restaurants, hôtels particuliers en France, et assez vite, le studio s'est développé dans l'hôtellerie. Alors des plus gros projets, des mandats orientales typiquement. Puis après, un projet qui a été un virage pour l'agence, un marqueur, qui est l'hôtel Baccarat de New York, et sur lequel j'ai eu la chance donc, d'intervenir sur tout le développement des chambres, tout ce qui était espace privé en fait, donc chambres et couloirs, et donc en tant qu'architecte intérieur, et le développement du mobilier de tout l'hôtel, donc espace public et privé. Donc c'était beaucoup de boulot, c'était génial parce que... Combien de temps ce projet entre la... C'était livré en 2000, c'était 4 ans, quelque chose comme ça, je pense, ouais. Et Starwood Capital était donc l'actionnaire, enfin le client, et le head of design de Starwood Capital était Kemper Ayers à l'époque, et un homme d'une vision magnifique, un sens du management qui a été en tout cas pour moi très inspirant. Quelqu'un qui diffuse les idées, mais jamais dans le conflit, en fait, jamais en force. Et t'as l'impression de voir un karatéka ou un judoka, quelque chose presque de l'art martial, une manière de partager ses idées, de les amener en fait. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Bref. Donc ce projet-là, c'était fou parce que du coup je me retrouvais à la manufacture de Baccarat à développer en fait des pièces inédites pour ce projet d'hôtel, donc des lustres, du mobilier, des assises, des tables. C'était incroyable. Et vraiment en plus pléthore de finitions exceptionnelles, de bois, de beaucoup de déplacements. Évidemment chez les fournisseurs, chez les fabricants, à droite à gauche. C'était extrêmement formateur. Et c'est certainement un des points de départ de l'ACLO aujourd'hui. Oui, bien sûr. Enfin, il y en a eu beaucoup. Il y en a d'autres, mais voilà, parce qu'on va en parler évidemment. Mais en tout cas, ça a été avec les artisans. Ouais, complètement. Mais en tout cas, ça a été un projet pivot tant personnellement que pour le studio, et je suis toujours très très fier d'avoir pu accompagner en fait le studio Gilles et Boissier sur cette étape-là, parce que c'est de très très beaux souvenirs. Et là, tu avais combien de personnes avec toi dans l'équipe ?
On était 4. On était 4. Donc c'était pas beaucoup en fait pour développer un hôtel comme ça. Il y avait 112 chambres et puis un resto, un bar, lobby, réception, bref, spa. Donc ça fait beaucoup de travail, d'autant plus que tu avais après les résidences au-dessus. Donc tu avais des appartements qui étaient vendus, habillés par des pièces baccarat, quoi. Wow. Et après la livraison de ce projet, on a décidé de structurer en fait un pôle design, objet, produit, quoi, directement, qui soit autonome et directement au sein de l'agence. Donc là, en fait, on a splitté la manière de développer les projets. Et moi, je gérais le développement des produits pour tous les projets. Voilà, donc tu n'avais plus mais j'avais plus la casquette d'architecte intérieur. Ouais. Okay. Mais ça a été ultra formateur parce que j'ai adoré. Alors après, tout choix implique un renoncement, je le fais plus aujourd'hui, mais j'adore dessiner des détails d'agencement, réfléchir. C'est le même métier en fait. C'est juste que sur le mobilier, t'es beaucoup plus dans le détail. Ton unité de mesure est encore plus fine sur les réglages d'aspect de surface, sur à la limite, dans un espace, tu peux avoir si ton bois est un peu trop peu brossé, ou si le gloss de la peinture, la brillance de la peinture n'est pas exactement à 5% près géré, ça peut toujours passer. Et encore, sur un meuble, pour le coup, ça ne passera pas. Voilà. Et moi, ça c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me de réussir à vraiment aboutir parfaitement, en tout cas, l'intention artistique et esthétique du produit. Et tu vois, je rebondis quand même là sur ton expérience chez Gilles & Boissier, parce que là-bas, tu as notamment travaillé avec Margot Lafont. Ouais. Je vois ta tête, genre, où est-ce qu'elle veut en venir? Margot Lafont, qui est donc une architecte d'intérieur basée à New York, New York-Paris maintenant. Voilà, elle est en train de développer vraiment la bi-localisation. Et Margot, que j'ai rencontrée grâce à toi, en fait, tu lui as parlé de moi. Ouais. Et Margot, elle m'a dit, François Xavier, ça a été le meilleur manager que j'ai jamais eu. Ça a été, en fait, Margot a été, merci. Margot. Et tu sais pourquoi? Ouais. Parce que elle m'a dit que tu as vraiment toujours su laisser, tu sais, ce dosage subtil entre l'autonomie et la guidance. Pardon, c'est guidance, c'est pas le bon terme en français, mais tu vois, entre guider et responsabiliser. Margot a été la première en fait à nous rejoindre sur sur la structuration en fait de ce pôle design produit, et c'était mon binôme sur le projet Baccarat aussi, et donc j'ai une affection toute particulière en fait pour Margot. Ouais. Et je ne savais pas que tu l'avais vu. La petite surprise. C'est clair. Et écoute, tu vois, je te parlais de donc Kemper Ayers, le head of design de Starwood à l'époque. C'est plus le cas aujourd'hui. Tu parlais de son style de management qui t'a beaucoup inspiré. Et tu vois, je pensais pas que tu allais jumper sur sur c'est quand même un de mes thèmes de prédilection, le management, donc forcément. Et ça participe, je pense, de ça, tu vois. Alors, Gilles & Boissier, au bout de 13 ans, donc tu pars. Ouais. Et je pars, c'est après le Covid. Et là, j'ai donc l'opportunité de pouvoir rejoindre Laura Gonzalez. Laura et son mari, Benjamin. Alors, je ne savais pas qu'ils travaillaient en couple. Je ne voulais plus nécessairement travailler pour un couple. Parce que on ne l'a pas précisé, mais pour ceux qui ne le savent pas, voilà, Gilles & Boissier sont un couple à la ville aussi. J'ai adoré, mais en fait, ça nécessite une forme d'avoir deux cerveaux, en quelque sorte. Je crois que j'étais pas du tout mal à l'aise avec l'exercice, enfin, clairement pas, mais bon. Je me disais, ok, là j'ai l'opportunité pour travailler pour une personne. Pour juste une personne.
Ça va me simplifier un peu non, la tâche. Bon, en fait, ça non. t'a poursuivi, c'est génial. C'est drôle. Non, même si, en fait, la manière dont ils structurent leur management était très différente en fait, de celle de Patrick et Dorothée. Et au final, j'ai beaucoup travaillé avec le mari de Laura, donc qui est Benjamin, qui lui s'occupe plus de vraiment tout le développement enfin entre autres, mais quand même beaucoup de tout le développement du produit, Ok. et donc du meuble. Mm. Et à l'époque, ils projetaient d'ouvrir leur première galerie à Paris. Et ce qui les avait séduits, c'est que moi j'avais accompagné un gros projet chez Gilles & Boissier, donc pendant ces 13 ans qui nous a pris vraiment beaucoup de temps. C'était de lancer la marque donc Gilles & Boissier Privé. Mhm. Donc l'édition en fait de meubles. Il faut savoir que dans ces belles structures, tu te retrouves en fait à dessiner pléthore de mobilier pour les projets architecturaux. Ce que tu faisais évidemment, ce que fait India. Et en fait, tu vas te retrouver mécaniquement avec un catalogue de pièces qui est vraiment énorme. Pas forcément toutes suffisamment abouties pour l'édition. Pour entrer en collection, ouais, c'est vrai. Donc, tu as un travail de raffinage qui prend beaucoup de temps. Déjà de sélection, puis de mise au point des produits. En fait, tu dois revenir. Je sais pas, typiquement, tu as dessiné un canapé pour un hôtel parce que tu avais des contraintes qui étaient X. Notamment de dimension. Ouais, là, on parlait de ce projet aux États-Unis pour Baccarat. Les hauteurs d'assises, typiquement, sont pas les mêmes aux États-Unis parce qu'ils sont plus grands. Ils sont plus grands, ouais. Là, tu vois, on est tous les deux assis sur un canapé. C'est vrai, heureusement que tu rebondis dessus, merci. Ça, c'est à cause du fameux Paris-Brest à la pistache qui m'a complètement déroutée. Mais d'habitude, j'ai un art de la digression qui est très important. N'oublie pas. Heureusement, je sais rebondir. Mais tu as raison, faisons quand même une vraie digression sur ce canapé parce que d'habitude, donc c'est ce que je disais, je décris le décor où on se trouve avec chaque invité. Et comme je l'ai déjà fait beaucoup avec Chloé quand on était dans son bureau, mais là, on a aussi choisi de s'installer dans le salon du 20 rue des Petits Champs, toi et moi, sur ce canapé qui s'appelle After Club. After Club. Et qui a en effet une assise assez basse, suffisamment... 36 cm, c'est très très bas. Voilà. Suffisamment pour pouvoir y être assis élégamment, tout en étant aussi très confortable et d'appeler à la détente totale. Ouais, il est dangereux. Il est très dangereux, c'est pour ça qu'on l'a appelé After Club. C'est le canapé dans lequel tu t'endors. Très facilement, je pense. Voilà, exactement. Et il est magnifique. Dans des états un peu comateux. Voilà, et on a au sol, il y a un grand tapis de Marguerite Lemaire. Ouais. Il y a le fauteuil en face de nous, le fauteuil Sunset, qui est en rotin et lin. Et en lin. Et celui-ci... Ce petit fauteuil, c'est l'itération du canapé. Du canapé After Club, exactement. Qui a un accoudoir en vague. Voilà, très beau. Et derrière, on a le fameux paravent cyprès en rotin. Ouais. Et en face de nous, on a quand même un arbre de Noël parce qu'on enregistre juste avant Noël. Ouais. Voilà. Et au lendemain d'une grande fête. Studio. Voilà, donc tout ça, c'était la digression. Sur le canapé est parfait. Et donc, on est très bien. Et bref, et du coup, donc, ce qu'on disait, c'est que les hauteurs sont pas les mêmes. Ouais. Et donc là, présentement, le canapé sur lequel on est assis, lui est très bas, très profond. Parce qu'on voulait un confort déjà plus européen et quelque chose d'extrêmement... lounge. Lequel tu viens moi j'appelle ça une vautrade en fait. Une vautrade, c'est très chic, oui, c'est très ça. chic, mais ça parle pour ça. On comprend tout de suite là où on veut aller. Aux États-Unis, ils sont sur des hauteurs déjà beaucoup plus hautes, que ce soit en literie par exemple. Les couchages de lit, c'est tout de suite à 75 cm, c'est énorme. Et les canapés, pareil, tu vois. Et là, ce canapé, on est en train de le développer pour le présenter aux États-Unis au mois de mai. Oui. Et je suis en train de le réadapter justement avec une hauteur à 40 cm qui correspond plus à leur standard. The Invisible Collection. Exactement. Voilà. Dont on a parlé pareil avec Chloé. Ouais. Alors revenons donc à Laura Gonzalez. Tu as donc énormément développé tous les produits de la collection de mobilier. Ouais. Voilà.
Enfin, j'étais pas tout seul. Je suis arrivé au sein d'une structure qui était déjà bien établie. Il y avait 8 personnes à l'époque. Je sais que depuis, ils se sont aussi beaucoup renforcés. Mais 8 personnes et des personnes qui s'occupaient déjà de la logistique, du SAV, de la relation client, plus 3-4 designers. Donc il y avait quelque chose de très structuré. Chez Gilles & Boissier, c'était un peu plus mélangé. On était plus amené à faire un peu tout, en tout cas au début. Ce qui, encore une fois, est très, très formateur. Parce que du coup, tu explores tout le spectre de réalisation en fait, d'un produit, du dessin. Moi, c'est ce que j'adore. Et souvent, d'ailleurs, même quand je reçois des candidats, j'en parle, mais tu pars de l'esquisse au crayon jusqu'à la livraison chez le client, jusqu'à même au suivi commercial après, les problématiques de garantie, de service après-vente. Ça, tu c'est très spécifique. Tout le cycle. Et c'est chouette de pouvoir en tout cas l'apprécier, le faire à un moment donné, parce que tu comprends la vie entière du produit. En fait. Et c'est aussi le luxe qu'on essaie de s'offrir. Le fait de pouvoir travailler avec des partenaires, des artisans d'art, des savoir-faire extraordinaires et qui, en creux, impliquent aussi une attention particulière aux détails, à la pérennité du produit, à son entretien, à sa vie, à son cycle de vie complet. Après, c'est toute la problématique aussi nous qu'on se pose avec l'ACLO, sur laquelle on reviendra certainement après, et aux valeurs qu'on a voulu partager et insuffler dans nos produits. Mais en tout cas, déjà, quand on revenait sur les pièces qu'on a pu développer, soit chez Gilles & Boissier ou chez Laura, il y a évidemment cette problématique-là, bien sûr. Et alors, justement, l'ACLO, ça fait... Bon, l'ACLO a été officiellement lancé en, on va dire, septembre 2024, un peu avant. Ouais, juillet. Allez. Septembre, voilà. Non, officiellement septembre. On a pris possession des lieux habités, c'est-à-dire avec les meubles en juillet, mais donc lancement officiel en septembre 2024. Mais ça fait évidemment un peu plus de temps que tu travaillais sur ton temps perso, sur ton temps off, sur le projet avec Chloé. En fait, c'est venu assez naturellement, c'est-à-dire que Chloé t'en parlait amicalement, de mémoire, tu réagis pas, tu réfléchis. Non, je réfléchis. Tu réfléchis. Moi qui ai vu ça de l'intérieur quand même, je me souviens que c'est un peu comme ça que ça a commencé, c'est-à-dire que Chloé même te demandait conseil parce qu'elle connaît ton expertise en termes justement de lancement d'une collection et d'édition, comme tu le disais tout à l'heure. Et tu vois, lors de l'épisode avec Chloé, justement, à la fin de l'épisode, elle a dit, je cite, « On fait un truc qui à la fois a énormément de sens et qui part vraiment d'une envie commune plus que d'un business plan. » Et j'aime beaucoup ça parce que c'est vrai que c'était quand même un pari un peu fou. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ouais, clairement. J'adore, tu vois. Et pour toi, ça a quand même été une vraie prise de risque aussi, de quitter un job salarié, très stable, etc., une certaine sécurité, pour te lancer dans l'aventure entrepreneuriale, qui plus est avec une amie. Il y a beaucoup de paramètres qui font que ça aurait pu, tu vois, que c'était quand même... Alors, c'est une prise de risque calculée, mais quand même, ça reste une prise de risque. Ouais, bien sûr. Tu vois, et donc après, je me demandais... ça a été extrêmement effectivement réfléchi et processé avec Chloé au long cours, parce que, comme tu disais tout à l'heure, nos parcours étaient... vous êtes toujours été très parallèles en plus. Déjà, quand Chloé a monté sa structure, je me souviens d'ailleurs des échanges qu'on pouvait avoir, comme elle s'ouvrait, partageait ses interrogations, ses projets en cours, etc. Bref. Dès le début, en fait, je me disais, mais en fait... j'ai juste trop envie de travailler avec Chloé, et je voyais en fait qu'il y avait une complémentarité en plus dans nos expertises. Et une unité dans la vision. Ouais.
Ouais, complètement. Donc ça remonte parce qu'elle a monté sa structure, son agence en 2015. Ouais. Donc le studio mémoire, Chloé c'était Nègre. parallèle avec la naissance de son fils. Donc ouais, c'est ça, 2015. Et déjà, j'avais cette petite induction en tête. Je savais Qui pas ont ça. Ouais, carrément. Ah ouais, Ouais, ok. ouais. Ah, donc pour toi, tu l'as toujours su en fait que vous alliez. Ouais, c'est quelque chose que. Et en fait, j'osais pas Ah, génial. Elle le pendant sait longtemps, ça? en fait, tous les deux. Ouais, ouais. Ah. Pendant longtemps, tous les deux. En fait, c'est drôle. C'est J'allais, une ouais, comme un histoire. couple, ouais, C'est c'est un ça. couple, en fait. Ouais, c'est drôle. On y revient. Alors, on précise Ouais. que vous êtes quand même chacun Ouais. happily married. Enfin, voilà, vous êtes en Oui, oui. couple depuis, je veux dire, de votre côté, chacun, et avec enfants, etc. Bref, donc il n'y a aucune ambiguïté là pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure de travailler en couple. C'est rigolo. Non, pas du tout. Ouais. Mais non, pas du tout. Mm. Il n'y a aucune ambiguïté et tout est très clair. Mais en revanche, on se tournait autour sans oser se le dire. s'approcher, enfin se Ah, c'est demander drôle. en fait concrètement là. Et quand j'avais quitté Patrick et Dorothée, je me souviens que Chloé limite m'avait engueulé en fait en me disant mais attends, mais pourquoi moi j'ai juste trop envie de travailler avec toi et pourquoi tu m'as pas prévenu, etc. Et c'était un peu trop tôt pour elle, j'imagine. Ouais. Et moi pareillement. Donc en fait ça s'est fait assez naturellement, c'était réfléchi, puis en plus on a la chance de se connaître depuis plus de 20 ans. 23 ans, 24 ans. C'est énorme. Donc c'est énorme, Donc il y a une grande confiance. Il y a une grande connaissance, d'abord chacun de soi, mais surtout de l'autre, ce qui facilite les choses. Comme on le disait, énormément de valeurs communes, de visions communes. Donc il y a beaucoup de choses qui vous rapprochent en effet. Et donc toi tu me disais tout à l'heure en off que finalement, seul tu te lancerais pas dans l'aventure entrepreneuriale. Non. C'est intéressant. Mais là tu l'as fait justement parce que c'est avec Chloé, donc tu t'es associé avec elle. Parce qu'en fait j'aime trop l'échange, en fait, le partage avec une équipe, avec les partenaires. Je pense que aussi le fait d'avoir certainement travaillé pour des binômes, ça je pense mécaniquement infusé en moi quelque part. Mais ma femme travaille seule et je suis très admiratif de sa capacité d'autonomie, de résilience, mais non. Pas pour moi. Et voilà, et c'est vrai que le fait de le faire avec Chloé est particulièrement de sens justement sur la confiance qu'on a. Et tu parles de la force du binôme. J'aime bien ça, et c'est uniquement possible quand il n'y a pas de guerre d'ego. Absolument, ouais. Et qu'il y a une vraie complémentarité, c'est-à-dire que donc c'est évidemment lié à cette absence de guerre d'ego, c'est-à-dire que si vous étiez tous les deux... On ne l'aurait pas fait plus jeune, en fait. Oui, déjà, c'est juste de préciser que ça a un rapport à l'âge, évidemment, donc à la maturité. Mais aussi, je pense que vous n'avez pas les mêmes aspirations, tu vois, les mêmes moteurs que, tu vois, si tu voulais, par exemple, que ce soit ton nom en haut de l'affiche, ce qui est le cas de Chloé. Bon, même si on l'a vu avec elle, c'est que c'était pas forcément son souhait non plus à la base. Ça s'est fait un peu presque, contre son gré. Enfin, c'était pas ce qu'elle souhaitait, cette mise en lumière. Maintenant, elle l'assume complètement et elle est très très bonne là-dedans. Mais pour toi, c'est vraiment la beauté du geste. C'est vraiment, elle aussi évidemment, c'est là-dessus que vous vous retrouvez, mais j'ai l'impression que pour toi, d'avoir ce côté, ça rassure aussi le binôme, mais c'est surtout que vous avez une telle complémentarité dans ce que vous faites. C'est-à-dire que toi, tu es vraiment dans la technicité, dans le détail, tu l'as dit beaucoup, et elle, un peu plus une vision globale, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, complètement. Complètement, et moi je suis plus, on va dire, dans l'opérationnel, le développement. C'est quoi ton intitulé de poste? Ouais. Ça rend fou, Audrey. Audrey Lenoir, associée de Chloé sur le studio, voilà. Parce que pendant
plus, pendant 1 an, j'avais pas de signature mail. Bah, on en a parlé, toi et moi aussi, ouais. de ce sujet, évidemment. Ouais. Bah oui. J'en ai une, mais j'ai effectivement je crois pas d'avoir un intitulé. Ouais, il faudrait que je le fasse. Mais tu serais directeur du développement, un truc comme ça. Voilà, ouais. Bon, directeur de toi-même, quoi. Mais... Ouais. J'ai jamais vraiment eu de carte de visite, c'est devenu un running gag. Et puis, finalement, ça m'a pas empêché de. Preuve, on est là aujourd'hui. Clairement. Ouais, c'est marrant. De rencontrer tous les partenaires avec lesquels on a la chance de pouvoir être accompagnés et on n'a jamais trop posé de soucis au final. Bref, concrètement, moi je m'occupe de toute la mise au point en fait des produits, la sélection des partenaires aussi, ça, c'est un grand point. Et en fait, je reviens un tout petit peu en arrière, mais sur notre alliance avec Chloé, on a aussi la volonté de travailler avec des gens tout simplement qu'on apprécie. Ça peut tomber un peu sous le sens, mais chaque produit, chaque pièce qu'on crée part avant tout d'une rencontre humaine et d'une accroche qu'on a pu avoir avec l'artisan, avec le patron, avec l'interlocuteur en tout cas, qui va réaliser telle ou telle pièce. Tu fais bien de le dire. En fait, pardon, Chloé et moi, au niveau de participe aussi au final. En fait, juste on a envie de travailler ensemble. Donc, ok, on verra derrière le business. Je reprends par rapport au business model, tu vois, le business plan. Mais en tout premier lieu, ça part de ça. Et finalement, cette philosophie, elle se retrouve dans nos créations aussi. Parce que chaque pièce, je peux te raconter l'histoire du fabricant, de sa vie, ses enfants. Et c'est quelque chose qui nous passionne, quoi, qui nous parle beaucoup avec Chloé et qu'on a envie de transmettre. Alors justement, donc je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'avec Chloé, on disait que finalement, en effet, comme tout part de l'artisan, vous avez inversé le processus créatif. Absolument. Ouais. Et ça, c'est fascinant, je trouve. Donc ça, c'est la première chose. Et donc du matériau, de la technique naît le dessin. Ouais. Du toucher aussi. Du toucher, ouais. Je sais que c'est très important pour toi et à juste titre. Ouais, je deviens. T'as un truc très sensoriel, absolument. Évidemment. Ouais. C'est Patrick Gilles qui m'a sensibilisé à ça et notamment sur tout ce qui est sur les fauteuils. Quand tu poses ta main en fait sur un produit, et notamment donc, quand tu es assis dans un canapé, un fauteuil et tout, et le fait de pouvoir toucher la matière et que ça invite à l'introspection. Et il y a quelque chose que je trouve assez profond, qui invite à la réflexion et qui est assez apaisant quelque part. Et en fait, nos pièces sont travaillées en ce sens. La table que j'ai là en face des yeux, la table Louisa, qui est en cèdre sablé, vraiment très 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 fort. Et tout le plateau est arrondi, donc il a été la forme du plateau et l'essence du bois, le travail du bois a été pensé avant toute chose pour être touché, pour être caressé. Pareil sur le fauteuil qu'on a en face de nous en rotin. Quand tu t'assois dedans, la manière dont tombent tes mains sur la fibre du rotin assez haute invite comme ça à caresser la matière. C'est hyper important. Enfin, pour moi, c'est hyper important en fait. Et Chloé également. Et on travaille toutes nos pièces comme ça. Nos chaises également. On travaille l'archétype en termes de forme. Et alors là, on revient un peu différemment sur le stéréotype, c'est-à-dire le fait qu'un enfant, en quelque sorte, puisse appréhender et représenter en fait le produit. Je trouve ça fort en fait que tu puisses te le représenter mentalement. C'est-à-dire qu'il soit suffisamment simple quelque part, pour l'assimiler, mais avec en fait une technicité incroyable. Ouais. Et en fait, tu as une double lecture. La chaise typiquement Bacci qu'on a sortie, c'est un peu un stéréotype de chaise. Si tu dois dessiner une chaise, globalement, tu vas vite. En italien. Tu vas vite te retrouver sur ce type de shape. Et
en même temps. Oui, une chaise reste une chaise, mais c'est ce qu'il y a de plus dur en design, on le sait. C'est ce qu'il y a de plus dur, ouais. Et en même temps, c'est une chaise que tu lis après en 2 temps. Quand tu viens t'asseoir dessus, tu te rends compte qu'il y a toutes sortes de détails formels et ergonomiques qui invitent, alors déjà, c'est une chaise qui est très confortable, et 2, à la manipulation, au confort, avec toutes sortes d'arêtes qui sont arrondies, qui viennent se terminer, enfin mourir à 0, donc c'est-à-dire sur une arête vive, et ce congé qui se transforme en arête vive, ça vient capter la lumière d'une certaine manière et participer au dynamisme et à l'élégance en fait, du produit. Et alors ça a été vachement bossé, hein. On a eu 6-7 prototypes. De toute façon, à t'écouter, c'est vraiment... Enfin voilà, on le sent. Hein. Et tous les produits ont été dessinés avec cette philosophie-là. Donc ce processus est forcément plus long. Ouais. C'est surtout sur les chaises qu'on doit faire autant de protos. Mais ouais. Et ce processus est plus long effectivement, parce qu'en plus de ça, on part de la rencontre. Donc tu vois la table Louisa, donc avec un plateau en stuc marbre, trouver un stuccateur en France, c'est pas nécessairement évident. Qui plus est sur un produit aussi ambitieux en termes de volume et de technicité de conception. Donc tout ça prend beaucoup de temps à mettre au point. On a eu et c'est aussi en plus une rencontre. Donc on a eu la chance d'être accompagné par l'atelier Louis Delboca pour le plateau de cette table, et la maison Philippe Hurel pour sa structure en bois. Alors déjà, il a fallu faire rejoindre les deux métiers. Les deux métiers d'art. Donc on a la chance d'avoir ces deux artisans qui sont en région parisienne. L'atelier Louis Delboca est à Suresnes et Philippe Hurel à Coulon, donc c'est à 1 heure de Paris. Et ce qui est assez important pour une pièce aussi exceptionnelle en termes de mise en œuvre. Mais je reviens sur le stuc marbre. La mise au point du dessin, la mise au point technique en fait du plateau qui fait 2,80 m par 1,10 m, donc c'est une très grosse pièce, sur un savoir-faire qui n'est pas du tout à la base utilisé sur du mobilier aussi. En fait. Le stuc marbre, c'était utilisé notamment à la Renaissance pour faire des faux marbres, en fait, des colonnades en faux marbre, l'escalier Chimay à Versailles qui est complètement en stuc marbre, comme ça, mais donc sur des pièces architecturales. Et là, de l'envisager comme un élément usuel, qu'on va vraiment utiliser pour manger, dîner dessus, utiliser au quotidien sur une pièce de mobilier, tu as tout un traitement que tu dois apporter dessus qui est singulier. Tu viens de challenger aussi l'artisan. Ah ouais, complètement. Ce qui est génial. Et eux, en plus, ça les excite la volonté parce que de le développer là-dessus, ça ne savait pas comment. Et nous, ça nous a beaucoup parlé en fait avec eux. Ok, on va réfléchir à une table. On savait pas, on n'osait pas. D'ailleurs, un peu comme je parlais de Stark tout à l'heure. L'atelier Louis Delboca, c'est une institution dans le métier du staff. Ils travaillent pour les meilleurs décorateurs français et internationaux sur des boutiques de luxe folles, Hermès, Cartier, Vuitton et j'en passe. Et on disait, ok, nous, on arrive, on ne nous connaît pas, nouveaux entrants et tout, ils vont jamais accepter de nous suivre. On n'aura jamais, nous non plus, les ressources pour pouvoir suivre derrière. Et puis, on a réussi à les convaincre et à se rejoindre mutuellement. Et on est très, très fiers en fait, de cette création, et notamment de la rencontre des équipes, et en particulier de leur stuccateur, Marc, qui est un homme qui a littéralement de l'or dans les mains, qui est quelqu'un que tu sens très... très humble, très sur la réserve, et qui est en fait juste une Ferrari F40. Je file la métaphore automobile, mais qui a commencé à travailler, je crois, à 14 ans, avec son papa qui était déjà dans le métier, et qui travaille seul en fait chez Louis Delboca. C'est le seul stuccateur.
n'arrivent pas à former, en fait, à trouver des gens. Ah ouais, ça c'est terrible, on en parle souvent. Ouais. Il y a beaucoup de métiers d'art qui meurent Ouais. à cause du manque de transmission, parce que personne ne veut reprendre, ne veut apprendre. Mais Ça c'est notre devient plus... responsabilité de rendre visible, en fait, Et ces voilà. savoir-faire. Et ce que tu dis, justement, je rebondis sur la transmission, parce que justement, on en parlait un peu avec Chloé. Mais donc, l'ACLO est une société à mission. Ouais. Qui a donc intégré ces Ces objectifs valeurs, de développement durable. Voilà, donc ces valeurs au statut de l'entreprise, hein, c'est vraiment... Ouais. Et T'es donc, audité sur ça. alors j'aimerais bien revenir... Tu définis des objectifs de développement durable. Alors, et donc ça, vous l'avez fait avec Jungle Cop. Vous avez été accompagné par Jungle Cop. Donc j'aimerais bien, je pose là, comme ça, j'oublie pas. J'aimerais bien que tu nous parles de Jungle Cop, comment ça a fonctionné. J'aimerais aussi, après, j'y reviendrai, mais qu'on parle un peu des financements, parce que tu le disais, quand on a été, par exemple, abordé... Louis Delboca. Voilà, Louis Delboca, et on n'a pas de financement... Enfin, voilà, comment être pris au sérieux alors qu'on n'existe presque pas encore, etc. Ouais. Donc ça, c'est une autre question. Et ensuite, on abordera aussi, je te dis tout ça, je le pose pour pas oublier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent en parlant avec toi, évidemment, mais qu'on parle aussi de la communication, parce que c'est rarissime de nommer ses fournisseurs, et que pour vous, c'est très important de mettre la lumière sur tous ses partenaires, alors qu'on est quand même dans un milieu où, en général, le secret tu vois, de fabrication littéralement, et le secret, parce que ton réseau de partenaires, il est propre à ta marque presque, et vous en parlez, vous les mettez en lumière, il y a des vidéos magnifiques, etc. Donc on en parlera ensuite. Mais donc j'aimerais qu'on revienne un peu plus d'abord au début, et donc société à mission, Jungle Cop. Ouais. Donc avec Jungle Cop, on a fait un travail très introspectif de réflexion, en fait, sur les valeurs qu'on souhaitait transmettre avec l'ACLO. Donc à l'époque, en plus, l'ACLO, on n'avait pas le nom. Oui, c'est vrai. donc voilà, donc il y a quelque chose de très presque psychanalytique, alors peut-être pas, mais en tout cas, tu reviens vraiment sur toi-même, sur les valeurs fondamentales qui peuvent te porter. Et ça a pris pas mal de temps au final, parce que tu couvres vraiment tous les spectres, t'explores en fait tous les spectres de développement durable potentiel, et il ne s'agit pas que de parler, parce que développement durable, tout de suite tu penses environnement, préserver l'environnement, etc. Bon. Et aujourd'hui ça nous paraît un peu tomber sous le sens, c'est un peu le point de départ si tu veux. Mais pour nous c'était pas une fin en soi, c'est-à-dire que chaque produit qu'on crée, oui, on va éviter de travailler des bois exotiques. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas. J'ai eu la chance de le faire pendant des années, et c'est extraordinaire. Et je suis vraiment un amoureux de toutes les matières, essences. des essences. Et j'ai eu le luxe de pouvoir être je crois, très bien formé là-dessus. Et il y a des bois qui sont fous. Je sais pas, j'adore le zéricote, le fraqué bariolé, le tamo. Enfin bref, il y en a plein. Seulement, ces bois-là, tu as tout de suite un impact qui est fort. Tu as une manière de les traiter aussi. Si tu veux révéler en fait ces bois-là très vite, tu vas plutôt les laquer, enfin les rendre, oui. Tu vois, avoir des vernis en fait dessus. Alors des vernis, c'est quoi, vernis polyuréthane, vernis polyester. C'est plus du tout naturel, c'est de la chimie. T'as 7-8 couches de vernis qui sont reponcés. T'as c'est un cauchemar, c'est pas dans les nappes. Et voilà, tout c'est compliqué. Alors c'est sublime, mais on voulait pas partir là-dessus. Donc ça a été déjà aussi un point de départ, une forme de contrainte ou tamis artistique. On va essayer de travailler des essences locales. Là, typiquement, Louisa. La table Louisa, on travaille le cèdre, le pin. Là, on est en train de la développer avec une marqueterie de bois sur le plateau, que des bois qu'on trouve là en France, citronnier, du bouleau, de l'olivier, du noyer français. Et voilà. Mais en fait, on est plutôt on est évidemment OK avec ça. Ça nous donne juste une petite contrainte là-dessus, mais c'est notre terrain de jeu, quoi. Et ces bois-là, typiquement le cèdre, c'est une essence qui va être intéressante, non pas à travailler en vernis.
Alors, tu peux, hein, mais c'est, je trouve, une essence de bois qui se travaille dans le sablage. Parce que tu viens vraiment révéler et en plus, même l'odeur, motif. le parfum. L'odeur est folle. Ouais. Le motif du bois qui est incroyable. Et en plus, nous, ça faisait sens aussi par rapport au concept du produit, où en fait, on voulait montrer parler d'un bain de minuit en fait sur cette table. Donc il y a des motifs marins sur le plateau avec des reflets de la lune en quelque sorte dessus au niveau du choix des couleurs du stuc marbre. Et en fait le bois, l'essence donc du cèdre qui est sablé, tu retrouves un peu la mer qui se retire en fait sur le sable. C'est un peu le sillage et le limon que tu peux avoir sur le sable. Donc tout ça a beaucoup de sens, que ce soit tactile ou même sur l'histoire imaginaire. Ouais. Voilà, donc en fait chaque essence de bois tu la travailles d'une certaine manière selon voilà, comment elle est fibrée, comment elle est conçue et tout. Et après les objectifs de développement durable, on a voulu parler de transmission et mettre en avant en fait les savoir-faire, les artisans d'art qu'on a la chance d'avoir en France. Alors nous, évidemment, on évolue dedans au quotidien, on s'en rend presque plus compte, mais on a un écosystème qui est complètement, qui est littéralement exceptionnel en fait, qu'on nous envie et qu'on vient chercher à l'international, complètement en France, avec des savoir-faire propres au luxe, qui ont été portés aussi par LVMH, par Hermès, etc. Mais par la haute couture également, énormément. Et notamment Chanel et puis avec le 19M. Et en fait, le fait de mettre en avant ces savoir-faire participe de ces notions de transmission. Et transmission également des meubles dans le temps. Donc le fait de ne pas être dans la suraccumulation de pièces, c'est-à-dire on va pas faire 2-3 collections par an. On va plutôt raffiner, faire des itérations de pièces. Donc tu vois, typiquement, là, je te reparlais de la table Louisa qu'on est en train de développer en marqueterie de bois. En fait, c'est la même table, si ce n'est que le plateau en stuc marbre, on le variante. Et c'est très très beau. On a déjà fait des rendus, on est en train de la faire, on va être livré prochainement. Et la table va être tout autant exceptionnelle. Et c'est un exercice intéressant, je trouve, comme ça, de varianter en fait une pièce, mais de ne pas être forcément dans l'accumulation de modèles. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire, dans la création en général, parce que ça se fait beaucoup dans la mode aussi, également donc dans le design en l'occurrence, puisque c'est ce dont on parle, mais on a tendance à croire qu'il faut à chaque fois recréer quelque chose, tu vois, complètement dingue, complètement nouveau, etc. Alors qu'en fait, cet exercice de variation, il est plus difficile presque, parce que de rester dans si tu veux, la signature, l'essence du produit. L'essence du produit, exactement, mais tout en apportant quelque chose de complètement nouveau. Et ça va permettre, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est aussi ça la transmission. C'est pas de créer à outrance, c'est aussi de proposer dans une même table, tellement on l'aime, tellement on y a passé du temps sur cette table Louisa, à la dessiner, à la concevoir, on lui laisse encore beaucoup de place et beaucoup de chance en lui offrant d'autres déclinaisons, plutôt que de se dire il nous faut pléthore de modèles. Je trouve que c'est très très intéressant. C'est vrai que j'avais pas relevé ce point-là, mais c'est super. Et on travaille aussi beaucoup donc ça revient sur la question de la transmission dans le patrimoine en fait des pièces, et on travaille beaucoup de l'intemporalité en fait. Et en fait c'est assez technique quelque part, dans le sens où tu dois aussi accepter de ne pas en faire trop, de pas avoir trop de gimmicks sur le dessin de la pièce. Et toi, le fauteuil Sunset qu'on a en face de nous, je prends souvent cet exemple-là, mais c'est une pièce qui aurait pu être là il y a 30-40 ans, ça pourrait être l'héritage d'un grand-oncle, et elle pourra tout à fait être là dans 30 ans, je pense, sans trop de sujets. Pareil, le sofa sur lequel on est assis, donc c'est un sofa houssé, c'est quelque chose de vraiment très, très simple, on va dire, visuellement. Et donc déhoussable. Mais donc déhoussable. Et en fait, quand je vais
chez le fabricant de ce canapé qui est à Bourbonne-les-Bains, dans le bas des Vosges, et dans un tout petit village. Et je vois régulièrement en fait des canapés qui ont 30 ans d'âge, qui reviennent en fait là-bas pour être rafraîchis et qui repartent. Et c'est trop bien en fait. Ouais. Et tu vois, la housse, ok, bon bah t'es un peu lassé par ta housse ocre, blanche, je sais pas quoi. Tu la changes et puis basta. Ouais. Et t'as un nouveau canapé, mais avec mais avec ce confort et cet attachement aussi affectif à la pièce. Bien sûr. Ouais. C'est vraiment fondamental dans cette notion de transmission. On a tous éprouvé ça à titre personnel sur des pièces qu'on a pu récupérer. Mais oui. Et c'est important pour nous en fait, cette incarnation dans la matrice familiale, dans le cœur comme ça. Mais tu vois, hier soir, c'était cette fameuse soirée de Noël peu du studio. Et j'ai notamment rencontré Joris Brunel, qui est un des partenaires, un des clients du studio actuellement. Donc il est hôtelier, lui, il a un grand groupe hôtelier. Et donc le studio Chloé Nègre travaille sur je peux le dire parce que je sais que ça a été déjà dit sur LinkedIn notamment, Babel à Lille. Et il est aussi société à mission, donc j'en ai un peu parlé avec lui hier soir. Et tu vois, il me disait que son choix de travailler avec Chloé, ça a été notamment parce que cet ancrage qu'elle a déjà dans le studio, dans les projets d'architecture d'intérieur, donc avant même de créer la Clo, c'était déjà très très fort, cet aspect du développement durable. Et ça a été finalement assez déterminant pour lui dans son choix de travailler avec le studio. Ouais, complètement. Et alors j'étais pas là quand il a pris décision de travailler ensemble, mais sur le studio, très clairement, c'est quelque chose qui sont des notions qui infusent depuis je connais Chloé en fait, qu'elle l'a fondée. Presque au-delà d'elle-même, au-delà de ça, c'était presque inconscient. Et en fait, ça part chez elle en fait juste de questions de bon sens. Il y a quelque chose de très naturel. Et souvent, elle prend l'exemple des parquets, par exemple, qui peuvent venir du bout du monde et dire mais pourquoi est-ce qu'on va pas juste chercher les ressources qu'on a directement là, en France, locales et au-delà, encore une fois, même des problématiques d'environnement pur, il y a le fait de vouloir amener du sens aux créations. Donc là, je reviens sur l'ACLO, mais sur les objectifs de développement durable qu'on s'est fixés, tout n'est pas axé sur l'empreinte environnementale. Mais elles y sont corrélées dans le sens où la transmission, quand on parle de transmission aux générations futures, c'est-à-dire transmission dans le patrimoine de nos pièces, dans ta famille, collatéralement, ok, tu apportes du sens à ce que tu achètes, tu redonnes de la valeur à des pièces en les gardant, en les faisant évoluer, en assumant une patine, en assumant en les respectant. Et en même temps, collatéralement, tu évites aussi de reproduire derrière de nouvelles pièces. Et mais il y a quelque chose de l'ordre du bon sens, comme je disais avant. Tu parles beaucoup de patrimoine et quand on déjeunait ensemble juste avant de commencer cet enregistrement, tu me parlais notamment à un niveau personnel, vous passez beaucoup de vacances, régulièrement vos vacances d'été aux États-Unis parce que donc ta compagne, ta femme a de la famille là-bas. Et tu me disais, à chaque fois que je rentre à Paris, je reprends conscience de la chance que l'on a d'avoir un tel patrimoine, les métiers d'art, ces artisans, etc. Et comme si tu avais presque besoin de cette piqûre de rappel régulièrement alors que tu baignes dedans, mais de reprendre conscience à chaque fois de cette beauté, de cette chance, de cette histoire. On parlait de beaucoup de culture et de presque
l'absence de culture. Les États-Unis sont un pays assez récent, somme toute, et qui est une somme de plein d'un multiculturalisme, mais qui n'a pas une identité aussi ancienne que l'Europe en général et la France non, en bien sûr. particulier. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens profondément. Ouais, enfin, t'as tout dit. J'aime à mettre en avant ce patrimoine exceptionnel qu'on a d'artisans d'art. Enfin, on l'a évoqué précédemment. D'où ça vient, de la chance qu'on a, l'exposition, la visibilité qu'on a sur les métiers du luxe. Et donc tout l'écosystème qui s'est développé autour. Il y a maintenant même des salons d'artisans d'art qui sont mis en avant, sur lesquels il y a Révélation, une très belle révélation. Il y avait des matières d'art. Et c'est fou. Et encore cet été, c'est vrai que ça me l'a fait. Qui plus est, alors c'était indexé aussi sur les JO, parce qu'il y avait une très grosse visibilité sur le Paris et sur toute l'histoire de la France, etc. Mais je l'ai vraiment ressenti. Et nos clients, en fait, viennent chercher ça. Et il faut qu'on le revendique. On a tendance à être renfrogné, à être toujours le cliché des Français, des Parisiens, tout ça. Mais faut... Enfin, moi, en tout cas, je l'assume, et Chloé totalement. On le revendique, le met en avant, et on veut partager ça. Et voilà, et c'est exactement. Donc, je rebondis sur ce qu'on amorçait tout à l'heure, sur cette fameuse communication, et le fait que vous ayez autant d'aisance et de liberté à divulguer, tu vois, les noms précieux avec qui vous collaborez finalement. Ouais, ça fait partie de toute l'histoire, quoi, de la Clos finalement. Ouais, exactement. Ouais. Pour nous, je te disais tout à l'heure, on est un peu des passeurs, on rend visible en fait des métiers qu'on emprunte ces savoir-faire pour dessiner un produit, mettre en avant en fait une idée, un concept qu'on peut avoir dessus. Et c'est vraiment important pour nous de pouvoir partager ça et faire vivre l'écosystème d'artisans qu'on a derrière. Enfin, c'est un cercle vertueux de toute façon. Je te parlais de Marc, le stuccateur avec lequel on a travaillé chez Louis Delboca pour la réalisation du plateau de la table Louisa. Cet homme, il a besoin de former des gens pour pouvoir transmettre son geste et pour qu'on puisse le développer, le perpétuer. C'est super important pour nous. Et donc de le rendre visible. De le rendre visible, ouais. Donc on est un peu des intermédiaires là-dessus, et c'est une position qui nous plaît bien. Et moi, je vois à quel point, justement, tous vos partenaires, ils sont fiers de travailler avec vous. Ils sont heureux. Tu vois, hier soir, on reparle de cette soirée un peu, c'était très détendu, mais vraiment, on sentait... Moi, il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Je crois que ça fait très longtemps que je n'ai pas été à un événement où je connais presque personne, parce qu'on se retrouve en général de vernissage en vernissage. C'est toujours la même crowd, comme on dit. Tu vois, c'est ce microcosme du design, par exemple, ou de la mode, quand je vais plus dans des événements de mode. Et là, hier soir, j'étais assez heureusement surprise en fait de rencontrer des gens. Tu vois, je parlais de Joris par exemple, Julie, tu vois, Arcani, avec qui vous allez faire un projet qui est encore développer des arts de la table. Et ça m'a réjoui de rencontrer des gens et de voir à quel point tout le monde était heureux d'être là. Tu vois, il y a pas de façade. Tout le monde est très vrai. Il y a beaucoup d'authenticité, beaucoup de professionnalisme. On le sent chez chacun. Et tu vois, tu sens que vraiment tout le monde a le sentiment d'œuvrer dans un but commun et vraiment quelque chose qui est assez vertueux et où tout le monde trouve sa place. C'est vraiment, moi, ça m'a beaucoup touchée hier soir. Ça, c'est Chloé, évidemment, qui a cette capacité rassemble. de fédérer exactement. Autour d'elle, qui est vraiment exceptionnelle. Et là-dessus, c'est vrai qu'on est... Et donc, on adhère tous, tu vois, et on y va, quoi. Non, complètement. Et nous, le postulat de
de partager comme ça, de rendre visible, de communiquer en fait en faisant même des productions visuelles autour de le nos film pièces, ouais. pour la table Louisa, Ouais, par ouais. exemple, il est magnifique. Ouais, complètement. Là, on est en train d'en faire d'autres justement, et avec la même touche, la même ambition, et c'est important pour nous, et c'est important aussi pour valoriser les pièces qu'on crée, faire comprendre ok, alors j'achète, alors évidemment ce sont des pièces qui ont un certain coût, Ah, évidemment. c'est des pièces qu'on respecte et qu'on entretient, et bon, et le fait d'expliquer en fait qu'est-ce qu'on achète, comment c'est produit, quels sont les gestes qui sont derrière, c'est super beau, et ça permet de beaucoup mieux comprendre tout simplement l'intégrité, la nature du produit. Donc au-delà de ça, ça nous permet aussi de le valoriser, et de valoriser les artisans. Et justement, tu vois, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. On ne va pas créer pléthore de modèles. En tout cas, voilà, pour l'instant, l'objectif est déjà de donner toute la place à chaque modèle, et Ouais. ensuite de créer Ouais. ces variations. Aussi, on le comprend, vu ce que vous investissez en temps, en énergie et en fonds, tu vois, financièrement. Ouais, Sur complètement. chaque c'est un chose, coût, hein. voilà, ça a un coût. Donc, c'est d'autant plus rationnel de faire ça dans un temps assez long, qui est aussi le temps de la main et le temps de l'esprit aussi, de la conception. Enfin, voilà. Mais finalement, le plus rapide, c'est la conception presque. C'est le dessin, elle est presque plus rapide que tout le reste, non ? Ouais, complètement. Voilà. Il y a toujours quelque chose d'assez frustrant même d'ailleurs là-dedans, parce qu'au final, tu passes peut-être 10% de ton temps à dessiner, à créer. Purement. Voilà, mais ouais, tu vois, là, par exemple, je regarde le lustre. Le lustre, ce lustre. Alba, donc tout en céramique et en pâte de verre. Et typiquement, voilà, tu vois, on va le varianter avec d'autres types de fruits, etc. Mais tout en gardant et donc d'autres couleurs aussi, mais la même structure. Et voilà, c'est top. Et je rebondis alors à nouveau sur la communication, parce que donc Laclos, il y a un compte Instagram évidemment qui est dédié. C'est toi qui le pilotes plutôt ? Ouais, enfin on se fait accompagner. Voilà. Et comment est-ce que c'est assez naturel de donner une identité quand même singulière à Laclos ? Tu vois, comment est-ce qu'on construit Laclos et l'image de Laclos à côté de la notoriété de Studio Chloé Nègre ? Ouais, les deux fonctionnent quand même, en tout cas en capillarité, évidemment. Et on a eu la chance d'être accompagné par Aldente pour aussi le positionnement, le tone of voice, la création du nom, et les éléments graphiques de la marque. Ça nous a évidemment beaucoup aidé. Et les éléments de langage. Le wording, très très important. Le type on essaie de faire assez attention aux mots et au sens qu'on apporte sur nos posts. J'espère que ça se ressent. Et voilà, même le site internet, il y a beaucoup de textes dessus, et c'est vrai que ça peut être un peu un frein, mais si on rentre dedans, on comprend en fait là où on veut aller avec Laclos. Et après, pour le compte Insta, c'est vrai qu'il a son identité propre, mais je trouve qu'il y a une filiation qui est assez naturelle. On a essayé de travailler d'ailleurs là-dessus avec le compte du studio, en termes graphiques, même le logo en quelque sorte, c'est un peu un spin-off, sans être la même chose. Tout à fait. C'est l'avantage d'avoir fait les deux avec Aldente. C'est aussi. vrai. Ça garantit quand même une certaine homogénéité, tout en ayant une vraie une identité propre pour chaque entité. Après, on le fait de manière très, très organique et naturelle, et il n'y a pas nécessairement, pour le moment en tout cas, de calcul. Voilà, on gère en parallèle de celui du studio, et puis on essaie d'avoir une petite cohérence entre les deux. Chloé, à la fin de notre entretien, je lui avais demandé si elle voulait te poser une question ou te dire quelque chose, et elle avait juste profité pour te remercier en fait. J'avais sapé que tu lui avais posé cette question et que potentiellement tu allais me reposer la même.
Le gars n'est pas du tout préparé. Et donc, bah oui, exactement. Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose ou de lui poser une question? Je voulais la remercier pour sa confiance. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. La confiance que tu peux donner, en fait, aux autres, enfin, à tes partenaires, etc. Et Chloé a été totalement, enfin, d'une générosité infinie avec moi là-dessus. Et ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Et, donc là-dessus, vraiment, merci. Et elle peut évidemment compter sur moi pour. Je pense qu'elle l'apprécie de toute façon, sur la confiance absolue que j'ai en elle. Mais je pense que sans ça, rien n'est possible. Et en tout cas, on construit de manière très, très sereine sur la base de notre association. Donc c'est vraiment un plaisir. Ouais, puis comme chaque épisode, je vais te laisser terminer sur un mot que tu aimes particulièrement ou un mot qui résonne après cette discussion riche. Voilà. Sur quel mot tu as envie de terminer aujourd'hui, François-Xavier? Transmission, forcément. Ouais. J'avais pensé à la résilience au début, mais en fait, la transmission, quelque part, c'est quelque chose qui me parle encore plus et qui m'habite en tant que manager également. Et ça me paraît vraiment important, structurant, en fait, de pouvoir repartager ce que tu as acquis, ce que tu as eu la chance d'éprouver dans ta vie, de vivre alors, professionnellement, les expériences, les connaissances. Et je prends vraiment un plaisir énorme à pouvoir transmettre ça. Je pense que ça participe, tu vois, on parlait d'enseignement tout à l'heure. De cette direction-là, ça participe de ce qu'on fait avec l'ACLO sur le fait de mettre en avant nos partenaires. Et voilà, la transmission, c'est un beau mot. Formidable. Merci infiniment, François-Xavier. Merci à toi pour cet espace de discussion, Lily. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.